comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas qu'il faut faire plus d'argent. La rencontre, Gosselin-Dumont. Bonjour, Francis. Salut, Mario. C'était à craindre qu'après les déboires de la Banque Laurentienne, avec plusieurs jours là, où son système de transaction, de gestion des comptes était dysfonctionnel, que des gens retirent leur argent et ça semble s'être produit. Oui, ben effectivement, Mario, ça après une série de déboires, autant de réputation que vraiment de fonction, d'opération, la Banque Laurentienne, on a appris, a perdu plus de 3% de ses dépôts là, entre août et septembre. Ça reste une institution qui est solide. Là. Il n'y a pas à craindre qu'elle fasse faillite, mais ça reste que ça augure mal, Mario, parce que, comme tu le sais, les banques ont énormément de coûts fixes, là, des établissements, des guichets automatiques, du personnel pour gérer tout ça. Et donc, quand tu as moins d'argent en gestion, quand tu as moins de dépôts, ben, tu peux évidemment moins émettre d'hypothèques, moins rémunérer le capital, puis éventuellement moins payer tes gens à même cet argent-là. C'est sûr que... mais Francis, c'est imaginable que des gens ont carrément fermé le traumatisme, une semaine, il n'y avait plus accès à leur argent, ils ne pouvaient plus payer leur compte, etc. Je sais que la banque a fait beaucoup pour rassurer ses clients que ça n'arriverait plus jamais, des excuses, mais je veux dire, statistiquement, c'est quasiment certain qu'il y a quelques personnes qui, au sortir de l'aventure, ont dit « Ah, moi, je change de banque, là, non? » C'est sûr et certain que c'est ce qui est en train d'arriver. Puis c'est encore une fois, on a toujours les chiffres avec un peu de délai, Mario. Donc là, je te parle de septembre, mais évidemment, éventuellement les chiffres d'octobre puis de novembre. Puis si cette tendance-là se poursuit, éventuellement la banque pourra plus continuer d'opérer sans faire, par exemple, des licenciements ou sans fermer des établissements ou des points de distribution. Donc éventuellement, tu sais, c'est comme une spirale mortelle, là, Mario. C'est-à-dire que moins tu as de dépôts, moins tu as de sous pour embaucher des gens, pour offrir des services, ben moins les gens sont satisfaits de ces services-là, plus ils quittent. Éventuellement, ça pourrait mener la Banque Laurentienne dans un territoire dangereux. Pour l'instant, il n'en est rien, mais ça reste, comme tu le dis, que c'est clair que si moi, j'étais client à la Banque Laurentienne, que j'apprends qu'elle cherche à rendre, que je suis pas capable d'accéder à mon compte, qu'il y a un changement à la présidence, ça fait quand même beaucoup de choses en très peu de temps qui donnent pas l'impression d'une banque là, qui est prometteuse d'un avenir très radieux. Donc, éventuellement, tu traverses la rue, puis de facto, Mario, les quatre autres institutions financières, en tout cas, qui ont gagné là, des dépôts pendant cette dernière période. Ce qui est intéressant, c'est que la Banque nationale a aussi affiché une légère baisse, pas aussi importante que la Banque Laurentienne. Mais bon, la Banque nationale aussi est un peu malmenée dans les médias ces derniers temps. Je ne sais pas s'il faut établir un lien de causalité entre tout ça. Mais encore une fois, il y a des variations là, qui surviennent de mois en mois. Mais 3% en une aussi courte période, Mario, là, c'est quand même une lourde baisse des dépôts qui est assez directement liée à ce qui est survenu cet été avec la Banque Laurentienne. C'était une grosse journée aujourd'hui à l'Hôtel de Ville de Montréal, un dossier que tu as suivi beaucoup, là, les dépenses de l'Office de consultation publique de Montréal. Et il s'est passé deux choses. Toute la journée, la commission des finances de l'Hôtel de Ville, donc des conseillers des deux partis, là, de l'opposition et du parti de la mairesse Plante, ont interrogé d'abord l'actuelle présidente, ensuite l'ancienne présidente, Mme Olivier. Et il y a quelques instants, la mairesse de Montréal a fait une conférence de presse. Là. Elle a annoncé qu'elle gelait les fonds de l'Office. Elle a annoncé qu'elle voulait vraiment la tête de Mme Beaulieu, que lundi, on lui montrait la porte. Donc, t'en penses quoi de la journée, toi? Je vais citer le rappeur Loud, Mario. Tous les jours, on a des grosses semaines à l'Hôtel de Ville de Montréal. C'est la continuation là, de cette espèce de série noire pour l'adjoint municipale. Moi, j'ai trouvé honnêtement que la présidente de l'OCPM avait quand même bien joué ses cartes aujourd'hui. Je sais pas, encore une fois, on n'est pas allé au fond de l'affaire, mais Madame Beaulieu, qui était donc à cette commission des finances, essentiellement, elle raconte que quand elle est arrivée, Mario, la culture notamment liée aux finances à l'OCPM, culture qui avait été entièrement instituée là, par sa prédécesseur Dominique Olivier, était mais comme innommable. On parle de gens qui facturaient des heures, donc qui punchaient leurs heures en bon français, alors qu'ils ne travaillaient pas, notamment pendant la période des fêtes. Des gens à qui on payait des vacances à toutes les payes et qui prenaient quand même des vacances
plusieurs semaines de vacances à chaque année, donc qui recevait essentiellement les vacances en double. Ça, Mario, dans le jargon managérial, on appelle ça du vol de temps. Hein? Puis Mme Beaulieu a explicitement utilisé cette expression-là pendant son allocution. Et donc, elle remet sur Mme Olivier la grande part de la responsabilité du bordel qu'on observe actuellement et qui a été relaté là, par le journal et par J.E. Madame Plante demande sa tête, mais ce faisant, Madame Plante a aussi perdu beaucoup de plumes parce que c'est son jugement qui est en cause. Elle a confié à Madame Olivier les bourses de la ville les cordons de la bourse de la ville de Montréal. Mais ce qu'on apprend, c'est que c'était, en tout cas, si tout ça est avéré, une bien piètre gestionnaire en matière de gestion financière. Donc, c'était encore une fois, une drôle d'erreur de jugement de la part de la mairesse. Là, effectivement, il y a ça. Puis l'autre élément, Mario, que tu as peut-être vu plus tôt, c'est que le secrétaire général de l'OCPM a fait parvenir au Journal de Montréal son contrat de travail qui est essentiellement la date, sa signature en bas, puis tout est noir. Hein. Il a caviardé tout le document. Donc, on peut pas savoir combien il gagne. C'est ridicule. Mais là, finalement, on l'a su, là, parce qu'ils ont été obligés de donner le chiffre. L'organisme... Mais 122 000. Mais ouais, c'est quoi l'idée de cacher ça? C'est quelqu'un qui... honnêtement, ça me rappelle, là, puis tu sais, sans faire de mauvaises analogies, mais M. Coderre, lors de la dernière élection, tu te rappelles qu'on lui demandait qui avaient été ses clients et comment il avait été rémunéré. Et il s'était entêté à ne pas dévoiler ces informations-là. Et finalement, au terme de plusieurs jours où c'était au cœur des débats, il avait fini par plier puis avouer qu'il avait reçu de l'argent de Transcontinental. Et ça avait entaché finalement sa crédibilité de la même manière que M. Grenier, qui finalement gagne 122 000 $. Ça m'aurait choqué s'il en gagnait 250, mais tu sais, c'est un salaire pour un cadre comme ça qui est assez correct. Là, je veux dire, il y a rien à dissimuler là-dedans. L'histoire, c'est qu'il l'a caché. Là, s'il avait donné le chiffre le jour 1, on n'en parlerait même pas. Puis c'est un monsieur qu'on accuse d'avoir, détourné un comité exécutif, d'avoir, quasiment fait de la fraude sur la rive sud à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, encore une fois, comme tu dis, la nouvelle, c'est qu'il a quelque chose à cacher, ce monsieur-là. Il est pas clean, il est pas honnête, et donc c'est vraiment à donner. Donc, c'est comme les tuiles là, ne cessent de s'abattre sur la tête de l'administration. Je reviens à l'organisme comme tel, l'OCPM, puis à Dominique Olivier. Parce que là, maintenant, quand tu mets bout à bout ce que tu as appelé le vol de temps, là, les feuilles de temps, une espèce de culture dont on remplit des feuilles même si les gens n'ont pas travaillé, plus les voyages, plus les comptes de dépenses, plus le fait qu'il n'y avait pas de règles. Bon. Puis les réunions qu'on fait au restaurant alors qu'on a une salle de réunion, puis tu mets tout ça bout à bout. Mais ça, c'était alors qu'elle était présidente d'un organisme qui avait un budget de 3 millions. L'année d'après, en 2021... 2 millions à l'époque. Ouais, mettons 2 à l'époque. Mais mettons à l'heure avec 3. 2 à 3. Là, elle est passée au comité exécutif de Montréal. Le budget, là, il est 2000 fois plus gros, Francis. 2000 fois plus gros. 7 milliards, ouais. Ouais. Non, mais tu me vois venir, là. Est-ce que c'est rassurant? Est-ce que tu prends ses principes de gestion, son niveau de rigueur pour un budget de 3 millions, puis tu fais fois 2000. Mais je comprends là, que c'est pas juste de faire ça parce que à la ville, elle a moins de marge de manœuvre, il y a des embauches, il y a des salaires sur le 7 milliards, il y a des salaires qu'elle contrôle pas, mais quand même, c'est pas rassurant, là. J'ose croire qu'à la ville de Montréal, Mario, ce que les Américains appellent checks and balances, là, des mécanismes de vérification. De double vérification. C'est un petit peu plus rigoureux qu'à l'OCPM. Il y a quand même la vérificatrice générale, puis il y a eu cette saga-là aussi, apparemment, que Mme Olivier avait été challengée par la vérificatrice et elle l'avait envoyé bouler. Et il n'est rien survenu suite à ça. Pour moi, encore une fois, Mario, tout ça, ce que ça témoigne, c'est une culture d'absence de responsabilisation et d'une série d'erreurs de jugement autour du personnage de Mme Olivier, de Mme Plante et évidemment de ces petits acteurs là, à l'OCPM qui font bien ce qu'ils veulent finalement parce qu'ils ne rendent de compte à personne. Bref, c'est une histoire qui n'arrête pas de faire couler de l'encre. Puis là, évidemment, là, on associe maintenant plein d'autres choses, Bosch, Romanaille, etc. Bon, là, on rentre dans la sphère politique, mais je trouve quand même que c'est un enjeu initialement qui était économique, Mario. Et encore une fois, je l'ai dit déjà à l'émission, sur de tellement petits montants à la fin, tu sais, à l'échelle d'une ville qui gère
comme tu le Ouais. dis, 7 milliards de dollars, que, somme toute, c'est une tempête dans un verre d'eau, mais qui témoigne un peu de la personnalité puis du jugement des individus en cause, et c'est bien dommage. Francis, en terminant, tu veux me donner une espèce de mise à jour sur l'état des lieux en cette fin d'année 2003 dans la construction résidentielle, alors qu'on manque de logements, là, ça semble pas s'améliorer beaucoup. Non, ben on avait eu un peu d'espoir, hein. Les mises en chantier résidentielles avaient été reparties à la hausse là, en septembre dernier. On pensait que peut-être le marasme là, qu'on observait partout au Canada était terminé. Ben, il n'en est rien. On vient d'obtenir là, les chiffres pour le mois d'octobre, et ça a replongé encore plus bas que ce ne l'était cet été. Évidemment, Montréal est parmi les pires, mais plusieurs autres villes au Québec et au Canada là, vivent une chute importante des mises en chantier. Puis des mises en chantier, là, juste pour ceux et celles qui sont moins familiers avec l'industrie, c'est le lancement de la construction. Donc souvent, ce sont des unités qui sont livrées 12, 18, 24 mois, là, selon la hauteur de la tour ou la complexité du projet. Donc, ça augure mal pour 2024 en matière de nouveaux logements qui vont arriver disponibles sur le marché pour loger 500 000 nouveaux immigrants, pour des gens qui veulent se déplacer au sein du Québec et du Canada. Petit fait cocasse ou presque, Mario, à Trois-Rivières, qui est une belle ville quand même. C'est un des rares endroits au pays et en l'occurrence au Québec où on a connu une augmentation des mises en chantier, mais de 279%. Donc, on a triplé la Mauricie, comme tu le sais, Mario, avec évidemment Trois-Rivières est idéalement situé. Les prix par rapport à Québec et Montréal sont beaucoup plus faibles encore aujourd'hui, malgré l'augmentation. Et la Mauricie, le centre du Québec, avec tout ce qui s'en vient, Mario, les projets liés à la filière batterie, à l'électrification des transports, les usines à Bécancour, c'est une région qui est prometteuse là, au cours des 5 à 10 prochaines années. Donc, je pense que les développeurs anticipent cette demande-là importante à Trois-Rivières et dans la région. Et donc, triplement des mises en chantier, c'est quand même, c'est beau à voir. En tout cas, félicitations à nos amis trifluviens qui vont avoir beaucoup de nouveaux amis et de nouveaux voisins à accueillir dans les prochaines années. Francis, bonne fin de semaine. Au revoir. Toi aussi. À lundi. Écoutez Francis